Accord. Accord. Corps à corps. Alors, il semblerait que le gouvernement soit un petit peu fâché avec les chiffres. On avait d'abord un Bruno Le Maire qui nous avait annoncé une prévision de croissance pour 2024 de 1,4%. Bon, finalement, ce sera 1%. Bon, ça encore, on s'y attendait un peu. Puis, un autre imprévu, alors, qui est quand même plus douloureux. Donc, notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a présenté dimanche soir, je vous remonte un peu dans le temps, le 18 février, aux 20h de TF1, soudainement, d'ailleurs même les députés Renaissance l'ignoraient, un plan de 10 milliards d'euros d'économie. Écoutez, ce plan d'austérité annoncé par Bruno Le Maire. On va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie pour tenir compte de ce nouveau contexte géopolitique. Où les trouvez-vous? Alors il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères qui vont être mis à contribution. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Et puis sur les armées, l'éducation, la justice, sur tous les ministères. Tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu'ils représentent dans le budget national, de façon à ce que l'effort soit équitablement et justement réparti. Et puis après, il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants. Vous avez par exemple l'aide publique au développement qui est importante. Nous allons réduire de près d'1 milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez ma prime Rénov'. On a engagé beaucoup de dépenses depuis des années. Nous ferons une économie d'1 milliard d'euros sur ma prime Rénov'. Voilà, donc on annonce soudainement 5 milliards de coupes sur les ministères et 5 milliards sur les politiques publiques. Ça commence comme ça. Donc dans la foulée, un décret de nature, il faut le préciser d'ailleurs, absolument exceptionnel. Donc ce décret d'annulation du crédit budgétaire est tombé. C'était le 22 février. Et puis devant ce procédé un peu cavalier, les parlementaires, eux, ont souhaité entendre les explications du ministre de l'économie. Il a donc été auditionné le 6 mars. Le soir même, nouvel aveu du ministre dans un entretien au Monde. Il affirme qu'il ne s'agissait en fait que d'une première étape avant un possible projet de loi de finances rectificative à l'été, si nécessaire, je le cite. Et il annonce donc là, soudainement, la nécessité de trouver au moins 12 milliards. Donc on augmente de 2 milliards d'économies supplémentaires en 2025. Et puis, quelques heures plus tard, retour à l'audition par les députés et sénateurs, le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, hausse la barre d'encore un cran en évoquant une hausse d'au moins 20 milliards d'euros de cette coupe. Alors comment expliquer cette coupe sèche et puis peut-être les problèmes de calcul qu'on a au gouvernement? Eh bien, l'explication de Bruno Le Maire se trouve lors de cette audition parlementaire dans cette commission des finances. Écoutez-le. La France a le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays développés. Avec 57% de part de la dépense publique de la richesse nationale, nous dépensons chaque année plus de la moitié de ce que nous produisons comme richesse pour la dépense publique. Aucune autre nation développée n'a un tel niveau de dépenses publiques. Aucune. Deuxième vérité, cet écart de dépenses publiques par rapport aux autres pays européens s'explique principalement par la dépense sociale. Et là aussi, je pense que le graphique est suffisamment explicite. Le véritable écart sur la dépense entre la France et les autres pays ne s'explique pas par le régalien, plus 0,7, ne s'explique pas par l'enseignement, plus 0,7, il s'explique par la santé et la protection sociale, notamment les retraites, où là, l'écart par rapport à la moyenne des autres pays européens est de 6,1 points. Voilà, donc vous l'avez compris, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas le régalien, c'est la dépense sociale qui est visée en premier. Ça, ce sont les explications de Bruno Le Maire. Nous allons faire le point avec nos deux invités. J'aimerais bien entendre leurs explications à eux. Bonjour François Coq. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur notamment de cet ouvrage « Alerte à la souveraineté européenne » aux éditions Éric Jamet. Puis Joseph Tounel, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes secrétaire fédéral de la CFTC et directeur de la rédaction du magazine
capital social. Ça a dû vous... Je ne suis plus, je suis un jeune retraité. Ah. J'ai quitté mes fonctions à la CFTC. Je suis notamment ancien vice-président de la CFTC. Alors, ancien vice-président, voilà, on va changer immédiatement la présentation. Bah, tiens, la retraite, ça va, on va pouvoir en parler également. Alors d'abord, François Coq, quelle réaction peut-être non seulement à ce remaniement des chiffres constant, c'est-à-dire à chaque fois on nous rajoute un petit peu plus de coupes budgétaires, et ensuite évidemment aux explications données par Bruno Le Maire. Bon, vous savez, ce gouvernement a tendance à se vanter d'avoir maîtrisé l'inflation. Alors, vos auditeurs qui vont faire leurs courses savent qu'on en est encore loin, notamment sur les questions alimentaires. Mais il y a un sujet sur lequel ce gouvernement a un problème avec l'inflation, c'est l'inflation des chiffres, et notamment l'inflation des chiffres de coupe dans la dépense publique. Vous l'avez rappelé, on vient d'entendre les propos du ministre. On est parti de 10 milliards de coupes pour 2024. Ce qui était déjà énorme. Ce qui était déjà énorme, mais 10 milliards de coupes qui ont été annoncés parce que le gouvernement, et donc M. Le Maire qui est aux affaires quand même depuis maintenant 7 ans, rappelons-le, a été incapable de mener une politique qui empêche d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Et donc s'il y a 10 milliards de coupes, c'est parce qu'il n'atteint pas les objectifs de maîtrise du déficit public que le gouvernement s'était lui-même fixé, c'est-à-dire 4,9 pour l'année 2023. Il a annoncé qu'il serait très au-dessus. Donc il annonce 10 milliards de coupes pour 2024, sachant qu'il enchaîne en disant qu'il y aura sans doute un projet de loi rectificatif à l'été qui ira au-delà de ces 10 milliards. Quelques jours après, il nous dit, c'est ce qu'on vient d'entendre, que pour 2025, il y aurait 12 milliards de coûts de rabot, avant que l'après-midi même, devant l'Assemblée, son ministre délégué annonce 20 milliards. Et on a les gardes-chiourmes de l'austérité du gouvernement qui là, entrent là en lice. Qui sont les gardes-chiourmes? C'est toujours les trois mêmes. Hein. C'est d'un côté la Commission européenne qui va produire d'ici quelques semaines ses recommandations. Elle a déjà annoncé qu'elle va lancer une procédure pour des déficits excessifs contre la France. Il y a les agences de notation dont on nous dit qu'elles risquent de baisser la notation de la France. C'est la menace toujours la même. Et puis il y a l'inénarrable M. Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui depuis maintenant 48 heures se déverse sur tous les plateaux, accompagné d'ailleurs maintenant parce que le rapport est tombé mardi du gouverneur de la Banque de France, pour expliquer, attendez bien, cette fois, qu'à l'horizon 2027, on n'est plus à 10, on n'est plus à 12, on n'est plus à 20, on est désormais à 50 milliards d'euros minimum, nous dit-il, de coupe dans la dépense publique. Finalement, c'est la France et la République qu'on est en train de vendre aux enchères, en tout cas que ces gens-là s'amusent à vendre aux enchères. Voilà le paysage global. On est en train d'essayer de nous d'habituer notre pensée au fait qu'il va y avoir un coup de rabot. Et si je dis coup de rabot, c'est à dessein. C'est parce que c'est pas juste une baisse de la dépense publique. Vous avez entendu M. Le Maire, il dit sur les 10 milliards, il dit il y a 5 milliards qu'on va traiter, et puis il y a 5 milliards finalement qui vont être proportionnellement ajustés pour tous les ministères. Oui. Ça veut dire par exemple que même les ministères prioritaires, l'école, paraît-il, selon M. Attal, va devoir rendre 700 millions d'euros et pas pouvoir assumer les objectifs. Voilà un petit peu le cadre général. Il faudra se poser la question, et je pense qu'on va le faire dans notre discussion, de pourquoi le gouvernement mène aujourd'hui ce type de politique. Alors, allez, d'abord Joseph Sonnel, et ensuite on va tenter, d'abord sur ces annonces en cascade, on ne vous dit pas tout de suite, puis on sent que ça arrive progressivement, c'est vrai qu'on sent un peu l'entourloupe quand même, et puis les explications données par Bruno Le Maire, c'est une première réaction là-dessus, puis ensuite on va tenter de comprendre le fond du problème, évidemment, vous êtes là pour ça. La première des choses, c'est que c'est l'aveu de l'échec d'une politique. Monsieur Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est ministre des Finances, il me semble même qu'avant c'était un certain Emmanuel Macron. Pareil. Donc, voilà, donc l'échec est là, il ne nous le dit pas, mais effectivement la France est surendettée, effectivement la France va trop dépenser. Maintenant il faut savoir où, comment, pourquoi, et on a un énarque ministre des Finances qui nous fait des grandes déclarations, puisqu'il a déclaré aussi quand on gagne moins, on dépense moins. Bravo, Monsieur Le Maire, c'est bien d'avoir fait les nappes pour nous dire ça. Chacun en est d'accord. Maintenant, c'est quelle dépense ? Oui. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a trop de prélèvements obligatoires, qu'il faut sans doute faire des économies. Lesquelles et où ? Alors, on peut regarder. Moi, j'ai une petite liste, par exemple, que j'ai sortie. Alors, elle n'est pas définitive. Hein, c'est quelques éléments, comité, conseil, commission. Vous avez par exemple le comité parcours et carrière. Je pense qu'on pourrait tout de suite le supprimer parce que personne ne sait ce qu'il fait et ce que c'est, mais ça coûte de l'argent. La commission d'enrichissement de la langue française. L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens. La commission interministérielle des biens à double usage, la commission nationale d'orientation et d'intégration, le conseil d'orientation pour l'emploi, le conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Par exemple, pour le conseil d'orientation pour l'emploi, on a un ministère du Travail, on a des partenaires sociaux, on n'a pas besoin d'avoir un conseil d'orientation. Il suffit d'organiser les choses, que les ministres fassent leur boulot, réunissent les partenaires sociaux et en discutent. C'est eux
qui sont les premiers responsables de l'emploi et de la façon... Et on peut déjà faire beaucoup d'économies, mais j'ai pas entendu... Mais là, vous arrivez à combien d'économies? Moi, je ne sais pas les chiffrer, parce qu'il y a des choses, je ne savais même pas que ça existe. Vous savez, le comité parcours et carrière, vous savez combien ça coûte? Non. Ben moi non plus. Mais là, on peut faire... Et on peut reprendre comme ça. Le problème, c'est que faire des économies, oui, encore faut-il avoir confiance. Parce qu'un gouvernement va décider, on n'a pas tous les éléments, moi j'ai pas tous les éléments chiffrés. Est-ce que ce que l'on me dit est vrai ou faux? Et quand je vois que c'est un gouvernement ou des gouvernements successifs qui n'ont cessé de nous mentir, comme des arracheurs de dents, y compris le ministre des Finances, je n'ai aucune confiance dans ce qu'ils peuvent raconter. Oui, parce que François Coq, je vous pose une question avant que vous ne preniez la parole. Voilà, comme on l'a répété, on le sait, nous sommes le pays qui payons le plus d'impôts, voilà, on est le pays le plus contributeur, enfin les Français sont les plus contributeurs, et malgré ça, on a les services publics aujourd'hui qui s'effondrent totalement. L'hôpital ne fonctionne plus, les routes ne fonctionnent plus, plus rien ne fonctionne, l'école ne marche pas, il y a des inondations, des radiateurs qui ne marchent pas, des rats, donc... où va l'argent que nous donnons réellement? Il y a effectivement cette question de l'allocation de l'argent. À quoi sert l'argent? Mais pour de regarder à quoi sert l'argent et à quoi il doit servir, il faut regarder aussi à quoi il a servi. Je vous prends un exemple, et pour le coup, on n'est pas sur des petites masses. On est sur des masses de dizaines de milliards d'euros. Je vous parle de la question énergétique depuis maintenant 3 ans. Sur cette question-là, on sait que le bouclier tarifaire, qui est un choix du gouvernement, qui a été un choix qui a été proposé à tous, alors que de nombreux économistes, la plupart des économistes, disaient qu'il fallait que cette aide soit ciblée pour les plus fragiles, pour ceux qui en ont réellement besoin, et qu'on n'avait pas besoin que ce soit une aide universelle, aura coûté, écoutez bien, 85 milliards d'euros. Ah oui. 85 milliards d'euros. Mettez ça en perspective par rapport aux chiffres qu'on a entendus tout à l'heure. Oui. Et on apprend au même moment qu'au 4e trimestre de l'année 2023, ce sont donc les derniers chiffres en date, les énergéticiens ont fait des taux de marge de 78,4%. Mettez ça en regard l'un de l'autre. Autrement dit, on a les grandes sociétés qui sont en train de s'empiffrer sur la question énergétique, qui se servent avec les finances publiques et qui se servent dans le portefeuille des gens qui paient leurs factures. C'est ce que et on a derrière un tarifaire, déficit. on en avait besoin pour les petits entrepreneurs, pour les particuliers, et avec une hausse comme on l'a vécu ces derniers temps. Et ça a été un bouclier tarifaire qui a été indifférencié, qui a été mis en place. Ça allait à l'encontre de l'avis de tous ceux qui ont pratiqué cette mesure. La France est le seul pays d'ailleurs à avoir fait ça de manière aussi grossière en le proposant à tous plutôt que de le cibler sur ceux qui en avaient réellement besoin. Aujourd'hui, on en paie la facture et le gouvernement ne remet pas en cause cette politique-là. Quand Monsieur le maire vient nous dire que les caisses sont vides, pourquoi sont-elles vides? Peut-être parce que la politique qu'il a choisie, la politique du quoi qu'il en coûte telle qu'elle a été mise en place, n'était pas adaptée et n'était pas bien ciblée. Je vais même aller plus loin, Joseph Senel, et ensuite je me tourne vers vous justement. Toujours cette politique énergétique. Finalement, vous dites on aurait pu ne pas appliquer ce bouclier tarifaire, mais on aurait pu aller plus loin. On aurait pu aussi sortir du marché de l'électricité, par exemple. Et donc, avoir c'est là où on voit que la géopolitique, finalement, a des liens directs sur notre politique nationale. Et François si on Coq a absolument raison. C'est un très bel exemple. Je parlais mensonge. On a eu le mensonge sur le nucléaire. Rappelez-vous Elisabeth Borne, très fière de dire on ferme Fessenheim, mais on va fermer toutes les centrales. Quelques temps plus tard, les mêmes nous disent on y va dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une faute considérable. Première faute. Deuxième on a dû faute. racheter les Arabelles, etc. Donc ça nous coûte très très cher alors qu'on était en capacité de produire l'énergie la moins chère d'Europe. Oui. Deuxième faute, c'est que qu'est-ce qui nous empêche de faire comme nos amis portugais, de sortir du système européen qui nous coûte les yeux de la tête, puisqu'on produit pas cher quelque chose qu'on rachète très cher, avec des gens au passage qui font des marges, etc. Et donc ça, c'est vraiment la politique, à la fois elle était de gribouille, mais elle est catastrophique, parce qu'effectivement, les masses sont en milliards. Reprenons notre souveraineté énergétique, et on ira beaucoup C'est là qu'on mieux. voit que notre politique au niveau international joue directement sur notre politique nationale et qu'on pourrait régler ces problèmes-là si on était un peu plus pertinent au niveau géopolitique. Et oui, parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde, mais on a abandonné en fait notre souveraineté à d'autres qui décident en gros à notre place. Alors on peut en être d'accord ou pas en être d'accord. Il paraît que le peuple français s'est prononcé par référendum. C'était le référendum de Lisbonne et a dit non, on n'en veut pas. Évidemment, la classe politique a fait le contraire. Donc moi je dis, suivons, parce que tant qu'on est en démocratie, mais l'est-on encore vraiment ?
Quand on voit que le peuple Depuis vote, 2005, on a le droit de se poser la et question. on se pose la question, et puis on voit les atteintes à la liberté, notamment liberté de penser, liberté d'expression. On pense On a ce qu'on lancé une veut. pétition sur le sujet. donc, Monsieur ouais. Bolloré, par exemple, il va passer en audition à l'Assemblée nationale, mais comment se fait-il que l'Assemblée nationale fasse des auditions D'ailleurs, pourquoi on ne fait pas une audition sur le quotidien de l'humanité on voit très bien qu'on est dans un processus, et moi je fais ne juste une suis pas, parenthèse je ne suis là-dessus. pas communiste, mais je Oui. reconnais aux communistes l'entier droit d'avoir leur quotidien, Bien sûr. de dire ce qu'ils veulent et d'inviter qui ils veulent. Mais on est pris dans à la fois une Europe qui n'est pas l'Europe des peuples et des nations, qui est Bruxelles, c'est l'Europe de la mondialisation, et en même temps on est en train de nous enfermer avec de moins en moins de liberté d'expression, de liberté de critique, parce que si on se met à critiquer, par exemple, si je critique l'Europe, alors je deviens un mec d'extrême droite, un nationaliste échevelé, ce qui ne veut strictement rien dire. Oui. Ces gens-là nous font payer le coût de leur politique, non pas de ce gouvernement, mais depuis quelques décennies. Mais vous allez au bout là, de la démonstration que j'avais ébauchée en évoquant la question énergétique à dessein. Effectivement, on aurait pu mener une autre politique et ça passait par effectivement le fait de sortir du système de régulation européen de l'énergie et donc de reprendre la main, de reprendre notre souveraineté sur le prix de notre énergie et la manière dont on l'a distribuée dans notre pays et à l'extérieur aussi. Mais il y a une logique à tout ça. C'est que, ça ne vous aura pas échappé, dans quelques mois, il y a une élection européenne, début juin. Or, la situation en Europe, d'un point de vue économique, est particulièrement mauvaise. Elle est particulièrement mauvaise en Allemagne. Or, que cherche M. Macron avant tout ? M. Macron, vous savez, j'ai écrit ce petit livre que vous avez eu l'amabilité de rappeler, qui s'appelle « Alerte à la souveraineté européenne ». Depuis 2017, il a une règle de base qui est cette question de la souveraineté européenne, c'est-à-dire le fait de transvaser la souveraineté populaire et nationale vers un endroit indifférencié, cet impérium technocratique européen, où elle ne peut pas s'exercer, mais où par contre, ça laisse les manettes... n'est pas élu. Voilà, très exactement. Sauf qu'on voit bien aujourd'hui qu'au niveau européen, l'Allemagne est en difficulté économique. Et M. Macron cherche à reprendre la main par rapport à l'Allemagne. Or, pour reprendre la main par rapport à l'Allemagne, et donc pour pouvoir imposer une souveraineté européenne, dont l'Allemagne ne veut pas, je le rappelle, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe l'a rappelé à plusieurs reprises, il n'y a pas de peuple européen, et donc les Allemands et le Parlement allemand aura toujours le dernier mot en dernier ressort, contrairement à nous autres Français. Eh bien, M. Macron croit qu'il doit donner des gages d'un point de vue économique pour s'imposer par rapport à l'Allemagne et pour pouvoir mener la politique qu'il veut au niveau européen. Il faut aller chercher là aussi la logique d'être si vertueux, d'être plus royaliste que le roi, en l'occurrence, sur cette question des déficits européens, parce qu'il y a toute une dimension géopolitique qui se joue derrière, et si on continuait à dérouler la ficelle, c'est y compris la réorganisation du continent, avec la crainte de M. Macron d'un axe Allemagne-Russie par rapport à une Europe que M. Macron veut étendre toujours plus vers l'Est, dans la logique otanienne. C'est tout ça qui se joue. Il ne faut pas croire que ce sont des décisions à courte vue qui sont en train de se jouer. On n'est pas en train de décider de petits milliards par-ci par-là. Je vous ai dit qu'il y avait des grandes masses qui auraient été faciles à récupérer. Si ces efforts ne sont pas faits, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles qui se jouent, et il ne faut pas que nous soyons naïfs. Oui, Alors, il y a faut quand qu'on même comprenne ce qui se joue derrière. Il y a des efforts à faire, certainement. Par exemple, j'entendais tout à l'heure, on a entendu, le ministre nous parlait des retraites. Oui. C'est très intéressant, les Un sujet retraites. que vous connaissez bien. Où vient le déficit des retraites ? En France, vous avez deux systèmes, deux grands systèmes. Il y en a encore plus, mais deux grands systèmes. Le privé, le public. Le public est géré par les énarques, style notre ministre des Finances. Privé, il y a une caisse obligatoire qui est gérée depuis sa création par les vilains partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat, syndicat. Cette caisse n'a jamais eu de déficit, pas d'emprunt, 71 milliards de réserves. Oui. D'ailleurs, on a vu que le public tente doucement d'aller grignoter chez le privé. Ça veut dire que l'enjeu pour ceux qui gèrent si bien, c'est d'aller piquer le pognon des autres au lieu de faire le ménage chez eux. Oui. Et à eux de gérer et de nous montrer comment ils gèrent. Et je dis ça parce que je ne suis pas pour la privatisation du système, comme d'autres nous disent, privatisation. Non. Le rôle des corps intermédiaires. Entre l'État et les personnes, il y a les corps intermédiaires. Le premier, la famille, vous avez aussi les municipalités. Et en domaine social, les partenaires sociaux gèrent mieux, moins cher et sont plus efficaces, même si on s'engueule. Quand on va parler des retraites, tous les 3 ans, on va s'engueuler et on arrive à un accord, ce qui fait que le système qu'on gère, pas de déficit, pas d'emprunt, 71 milliards de réserves, alors qu'on ne vienne pas nous piquer notre pognon et qu'on ne vienne pas nous dire les retraites, parce que ça, c'est la mauvaise gestion des politiques.
Et après, on pourra peut-être parler d'autres grosses masses, qui sont par exemple la santé. C'est très intéressant de voir ce qui se passe. Alors dites-nous un mot sur la santé, parce que pareil, là on se dit, il y a quand même énormément d'argent qui est alloué à la santé, et on voit bien que l'hôpital est dans un état catastrophique, on ferme des hôpitaux. On va commencer simplement par l'enchevêtrement des acteurs qui pilotent le système de santé. Oui. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais que quelques-uns quand même. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité et les comptes publics, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, l'agence régionale de santé, ARS, les agences ou établissements d'État, agences de biomédecine, établissements français du sang, régime d'assurance maladie obligatoire complémentaire, ordre et syndicats de profession de santé, association de patients, Santé publique France, Haute autorité de la santé, agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, etc., etc. C'est-à-dire que là, on peut simplifier et on peut faire des économies. Et même dans l'hôpital, maintenant, il y a un tiers du personnel qui est du personnel administratif. Et donc, il faut aller regarder parce que l'État gère très mal. L'État est un très mauvais patron. Très, très mauvais patron. Il gère très mal ses salariés, que ce soit au niveau carrière, au niveau rémunération et au niveau copinage. Mais après, il y a des choix à faire. Alors, on en est d'accord ou on n'en est pas d'accord. Par exemple, quand je suis un étranger en situation irrégulière et que je peux me faire soigner tout gratuitement, ce dont bénéficie pas le français de base, ça nous coûte 1 milliard par an. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est logique ? Si j'ai une maladie grave que je ne peux pas faire soigner dans mon pays, et que je viens en France, je suis pris à charge à 100%. Alors moi, être gentil avec le monde entier, oui. Ah oui. Mais est-ce qu'on en a les moyens ? Et je crois qu'on n'en a pas les moyens. Et qu'à un moment donné... et je vais reboucler aussi avec les retraites, parce que, par exemple, un étranger qui arrive sur le territoire national, qui a plus de 65 ans, normalement, il faut 10 ans sur le territoire national pour bénéficier de ce qu'on appelait avant le minimum retraite. Maintenant, c'est le minimum vieillesse, et maintenant, c'est l'ASPA. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas 10 ans. Parce qu'il y a toutes les exceptions. Et les exceptions, si je suis réfugié, si je suis apatride, si j'ai une protection subsidiaire, si je suis membre de l'espace économique européen, c'est-à-dire y compris nos amis anglais, si je suis algérien, béninois, capverdien, gabonais, malgache, malien, congolais, turc, monégasque, et je ne vous fais pas tous les pays, 3 mois en France, j'ai 65 ans, si je n'ai pas de revenus, j'ai le droit de toucher 900 et quelques euros par mois. Ah oui. C'est normal ? C'est pas une pompe aspirante ? Le Français, ou l'étranger d'ailleurs, qui a bossé en France toute sa vie au salaire minimum, il va toucher combien de retraites ? Combien ça nous coûte ? Et là, il va toucher combien de retraites à peu près ? Ça dépend. S'il est au SMICAR, il va toucher en gros le minimum vieillesse. Enfin, le minimum à 1000 et quelques euros par mois. Pas très loin de ces Pas très loin des 916 euros et quelques. Moi, ça me scandalise. Pas parce que quelqu'un va venir et va profiter. Bon, j'aime pas trop l'esprit profiteur. Mais enfin, est-ce qu'on a les moyens de le faire ? C'est trop facile de dire... Protégeons d'abord les Français. Oui, parce que ça s'appelle... Correct. Mais non, mais ça s'appelle la communauté nationale. Il se trouve, par exemple, que je paye l'étude de mes enfants. Je serais ravi si j'avais les moyens de payer les études de tous les enfants français ou de tous les enfants du monde. Non. Je n'en ai pas les moyens. De toute façon, vous contribuez avec ce qui me paraît un peu logique. Cela dit, s'il y a quelqu'un qui est en France et qui est en grave danger de santé, on ne va pas le laisser mourir sur un coin de trottoir. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la pompe aspirante et le coût que nous payons. Et ça, je n'ai pas entendu le ministre des Finances l'évoquer. Oui. François Coq. Pour revenir concrètement sur la démarche du gouvernement, M. Attal a demandé un rapport sous 3 mois sur 3 sujets pour voir dans quel secteur il pourrait faire des économies. Sur la question des collectivités territoriales, sur la question des politiques exceptionnelles, comme le bouclier tarifaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur la question de l'assurance maladie. C'est ça les 3 grands axes sur lesquels ils entendent travailler. Un premier mot d'abord sur les collectivités territoriales. Je rappelle que l'enchevêtrement des collectivités territoriales, la multiplication des échelons, avec toujours le même but, éloigner la décision du citoyen, vient notamment de manière absolument incroyable de cette réforme territoriale qui a été mise en place par François Hollande, à l'époque qui avait été pilotée par Emmanuel Macron quand il était secrétaire général de l'Élysée, puis avant de venir au ministère de l'économie et des finances. Cette réforme qui a créé, qui nous a fait passer de 22 régions à 13 régions, avec des métropoles qui aspirent tout, et qui a créé donc derrière plein d'institutions qui sont notamment les conseils métropolitains et le reste. Tout ça, aujourd'hui,
doit être revu. Tout le monde voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça a eu des coûts énormes et ça n'a pas participé à la vitalité démocratique. Oui, surtout que l'objectif, c'était pas justement d'économiser, de faire des mesures annoncées par François Hollande. Je veux dire. Sauf qu'on n'a pas enlevé des doublons, on a maintenu les structures dans les deux endroits. Il y a eu des travaux énormes qui ont été faits pour adapter les nouveaux bâtiments. Et au final, les gens ne connaissaient déjà pas leurs conseillers régionaux quand il y avait 22 régions, mais je vous mets au défi de me citer 10 conseillers régionaux dans votre région. Vous et les gens qui sont derrière le poste, franchement, voilà, personne n'en est capable. Donc, on a le même problème que ce qui se passe à Bruxelles, en l'occurrence, mais il n'y a pas de secret, c'est calqué l'un sur l'autre. Sur le deuxième aspect, les politiques exceptionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure. Le troisième aspect, c'est la question de l'assurance maladie. Mais la question qui se pose, c'est, vous parliez des personnels qui ne sont pas devant élèves pour les enseignants ou pas devant patients dans l'hôpital public. Ça représente une masse absolument énorme. Dans l'éducation nationale, il y a 1 200 000 personnels et il y a moins de 800 000 enseignants. Ça veut dire qu'il y a 400 000 personnes qui se baladent là, qui sont en train de faire semblant de donner des ordres. Pour fliquer ceux qui sont sur le terrain. Et pour rejeter l'eau propre sur ceux qui... Je tiens à dire parce que ça fait 2 fois qu'on fait cette blague. Sur ceux qui font... on ne fait qu'imiter une jolie tirade qu'on a pu entendre hier à l'Assemblée nationale. Sur ceux qui font réellement le travail. Oui. Mais par contre, il y a quand même une visée idéologique sur ces baisses de coûts et de dépenses. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la déstructuration du service public que là où on en est. Je vous donne juste quelques chiffres. Sur les 30 dernières années, il y a plus de la moitié des bureaux de poste du pays qui ont disparu. Il y a 40%, écoutez bien, 40% des maternités dans le pays qui ont disparu. 30% des perceptions, 25% des écoles. Or, aujourd'hui, et depuis maintenant des années, quand on nous parle réforme du service public, on ne va pas s'attaquer à tous les éléments que vous venez de mentionner il y a un instant. On ne va pas s'attaquer à ce qui n'est pas nécessaire. On essaie de manière très idéologique de concentrer l'activité, de l'individualiser et aussi d'ouvrir des champs de plus en plus importants au privé qui, en l'occurrence, en matière de service public et de service de l'intérêt général, n'a pas fait la démonstration qu'il était plus efficient que le service public. Évidemment, parce qu'en fait, il perd sa notion de service public et d'intérêt général. Et juste, pardon, parce que j'entendais ça ce matin, il y a un article qui est sorti sur le fait qu'on avait des contrôleurs de train TGV qui se la jouaient un peu dans les westerns à vouloir poser les cow-boys du TGV, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appelaient, à vouloir mettre un maximum de contraventions. Pourquoi ? Parce que, et oui, comme on perd la notion de service public, il faut de la rentabilité. La rentabilité, c'est les contraventions. D'ailleurs, on le voit aussi pour nos voitures. Mais on perd tout à fait les l'essence. contrôleurs RATP, aujourd'hui, ils sont plus dans le même rôle qu'il y a quelques années. Ça marche comme la police à une époque, quand on disait qu'il fallait avoir un certain taux. Ils essaient d'atteindre des taux. Ah ils sont encore là-dedans, je peux dire la politique. Mais on peut aider le gouvernement, puisqu'il souhaite faire des économies. On peut l'aider à faire des économies, par exemple. Qui on vire ? Vous avez remarqué que si je prends le système privé, quand il y a moins de boulot, on licencie. Oui. Vous avez remarqué qu'on est passé de textes qui venaient de l'Assemblée nationale et du Sénat à une grande partie qui vient de l'Europe. Oui. Ah oui. On a toujours autant de parlementaires. Je croyais que vous alliez dire du gouvernement, mais oui. Non, mais ils font. Et moi, je propose qu'on supprime un tiers des parlementaires. Économie, plus de 300. Vous pouvez supprimer l'Europe aussi. Non, parce que moi, je suis profondément européen. Depuis notamment européenne, Charlemagne. C'est pas l'Europe dont vous parlez de Bruxelles. Ah oui. Vous parlez de Bruxelles, la mondialiste. Je vous parle de L'Europe des nations. Oui. D'abord, qu'est-ce que l'Europe ? Parce que j'aimerais bien, d'ailleurs, au moment des élections européennes, qu'on nous donne une définition. Personnellement, j'en ai une. Je n'avais pas trouvé d'autres qui allaient aussi bien. C'est un espace de civilisation commun. Et cet espace, c'est la civilisation judéo-chrétienne, avec ses apports divers. Mais vous ne parlez pas de Bruxelles, là, non ? Je parle de l'Europe. Oui. Je parle de ce qu'est l'Europe. Oui, et moi, je vous parle de ce qui se passe au niveau du Parlement et de la Commission européenne. Quand on voit que maintenant, les députés ont beaucoup moins de travail, puisqu'ils ne font pas toutes les lois, eh bien, alors supprimons déjà un tiers, ça nous fait, je vous dis, faire des tiers 300, ça fait 300 millions d'économies par an, parce qu'un parlementaire, en gros, c'est 1 million d'euros par an qui nous coûte. On peut leur faire des propositions comme ça, gentiment. Mais moi, je voudrais quand même retourner. Question pour François Coq. Oui, mais ça, c'est du précis, c'est du concret. Moi, mais vous avez raison, mais pourquoi pas supprimer du côté européen, la Commission européenne ? Quand l'exemple vient d'en haut. Alors, moi, je ne suis pas pour cette Europe bruxelloise, bien sûr. Et d'ailleurs, les Français non plus, puisqu'ils se sont prononcés lors d'un référendum. Revenons à ces fondamentaux. Mais l'Europe, c'est très, très intéressant quand même. Je travaille beaucoup avec les syndicats, notamment d'Europe de l'Est. C'est très intéressant de travailler ensemble, c'est très intéressant de pousser ensemble, c'est très intéressant de pousser pour avoir un salaire minimum européen, pas le même montant dans tous les pays, mais que dans tous les pays, par rapport à la richesse produite,
il y ait un salaire minimum. C'est très intéressant de voir les Bulgares et les Roumains qui nous disent « Arrêtez de nous piquer nos ingénieurs, nos médecins, nos maçons, nos électriciens, parce qu'on ne peut pas se développer, parce que vous nous les prenez ». Et évidemment, un Roumain qui va venir travailler en France, parce qu'il revient dans son pays, c'est le même problème avec il les gagne pays africains d'ailleurs. Oui, mais plus du tiers de la population active de Bulgarie, de Roumanie, etc., travaille en dehors. Problème économique, problème social, et ça, j'y avais pas pensé. Responsable du comité des femmes du syndicat Frères en Roumanie, Cartel Alpha, me dit « Mais Joseph, tu n'imagines pas le drame de ces enfants laissés eux-mêmes, parce que leurs 2 parents travaillent dans vos pays. » Et quand j'entends le gouvernement qui nous dit « On ne va pas faire d'efforts sociaux sur les métiers dits en tension, difficiles, parce qu'on va aller prendre à l'étranger, parce qu'en Afrique, ils n'ont pas besoin de médecins. Hein. Tout va bien, la santé, c'est super. Ils n'ont pas besoin d'électriciens. Et on ne peut pas augmenter le salaire des plongeurs dans les restaurants. C'est pas possible. C'est tout ça qu'il faut inverser. Oui, évidemment, là on est bien d'accord. Mais sur cette question de la dépense publique et de l'Union européenne, il ne vous a pas échappé qu'il y a une forme, là aussi, de dumping financier et de dumping à la baisse de la dépense publique au sein de l'Union européenne. On a entendu M. Le Maire tout à l'heure financier dire... et social, les deux. Oui, mais parce que les deux sont liés, justement. Absolument. J'y viens. Ce que nous dit monsieur Le Maire, il nous dit, regardez, dans les autres pays, ils ont beaucoup moins de dépenses publiques que nous. Mais il compare des choses qui, par ailleurs, ne peuvent pas se comparer parce qu'elles ne sont pas à surface équivalente. Et se pose derrière, justement, la question que nous étions en train d'évoquer, c'est-à-dire celle de la surface du service public. À quoi il sert ? Et aujourd'hui, on voit bien que cette question-là est aussi l'un des grands impensés de la politique en France. Elle n'est jamais mise sur la table, et la dernière fois qu'elle a été mise sur la table, elle n'a pas été mise par les politiques parce qu'ils sont incapables d'avoir cette pensée large. Elle a été mise sur la table par les Gilets jaunes au moment du mouvement où largement ils ont posé la question démocratique, c'est-à-dire le fait de pouvoir reprendre le contrôle et de redéfinir collectivement ce qui est bien pour soi et ce qui est bien pour tous. Et voilà ce que les politiques devraient faire. Voilà pourquoi ils devraient mettre cette question sur la table, soit au moment des élections, soit au moment des examens parlementaires. Et les seuls qui sont capables de le faire aujourd'hui, c'est le peuple par l'irruption populaire. Oui. Alors justement, je voudrais vous garder 2 minutes parce que tout à l'heure vous avez annoncé, justement, vous avez dit, en plus des annonces de Bruno Le Maire et puis de sa suite, on a entendu les menaces des agences de notation qui tombaient et les menaces européennes, un nouveau pacte budgétaire européen qui est appliqué depuis le 1er janvier, qui va exiger des dépenses. Et puis, bon, derrière, vous l'avez dit, la Cour des comptes qui annonce les 50 milliards. Mais restons un petit peu sur les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne. En fait, là, on est, comme vous le disiez, pris dans un étau et c'est toujours plus pour toujours moins de dépenses sociales bien ciblées en fait. Enfin, c'est toujours plus, à condition qu'on veuille bien se conformer à ces règles-là. Parce que nous, on fait du zèle, nous. Oui, mais voilà, mais parce qu'il y a quand même une situation nouvelle qui a été créée depuis le Covid. Enfin, maintenant, plus personne ne peut nous dire tranquillement qu'il faut absolument se conformer aux traités européens. On a vu que ceux qui souhaitaient désobéir sur quelques sujets que ce soit le faisaient. L'Espagne, le Portugal l'ont fait sur la question énergétique, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais enfin, quand l'Allemagne a voulu reprendre la main et appliquer les politiques qu'elle souhaitait faire, elle l'a fait aussi et tout aussi tranquillement. C'est bien parce que M. Macron et les siens sont les émissaires zélés de Bruxelles, qu'ils appliquent une politique qui est totalement contrainte. Donc aujourd'hui, la règle des 3%, vous savez, cette sempiternelle règle, on veut re-rentrer dedans. Et la proposition de M. Macron, même pas la proposition, ce sur quoi il a bâti tout son quinquennat, c'est de dire qu'en 2027, on serait redescendu en dessous des 3% du déficit. Sauf que tout son modèle, tout son château de cartes est déjà en train de s'écrouler parce que je crois qu'il arrivait à 3,1% de déficit en 2027 s'il avait tenu les engagements financiers de la France pour 2023. On voit qu'ils n'ont pas été tenus. Il y a fort à parier que même ça, il n'arrivera pas à le faire. Donc même les politiques qu'il met en place ne permettent pas d'atteindre ces objectifs qui sont des objectifs qui vont au-delà de ce que mériterait notre pays et qui ne servent finalement qu'à servir l'intérêt bruxellois et non pas l'intérêt des Français. Alors une question, je sais que vous voulez réagir, Joseph Tonnel. Je vais rajouter une question à chacun, une question d'ailleurs qui sera probablement la dernière. Finalement, peut-on aujourd'hui, dans la situation où vous reprenez le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'on peut malgré tout faire des économies sans faire trop souffrir, en tout cas, les Français ? Je ne sais pas ce que ça veut dire faire sans souffrir les Français. Moi, je pense qu'il faut aider la valeur travail. C'est revaloriser le travail. On s'aperçoit qu'entre certains qui travaillent avec un salaire relativement faible, je ne parle même pas du salaire minimum, même au-dessus, et ceux qui ne travaillent pas, le différentiel n'est pas assez important. Oui, c'est vrai. Regardons ceux qui ne travaillent pas, pourquoi ? Il y a des chômeurs, des vrais chômeurs. Là, le gouvernement propose encore de serrer la vis. Moi, je pense que si quelqu'un est privé contre son gré d'emploi, c'est pas normal. Mais
Il ne nous parle pas, par exemple, des centres de rétention administratifs qui nous coûtent 600 € par jour et par personne. C'est-à-dire qu'en un mois, dans un centre de rétention administratif, ça coûte un an de salaire d'un smicard. Vous vous rendez compte les coûts ? Oui. Et on s'attaque, on vient nous dire, c'est les chômeurs à qui on a déjà baissé. Quand vous êtes au chômage, vous perdez déjà en moyenne 40% de votre rémunération. Hein. Oui, oui. Et puis ça diminue avec le temps. Et donc, mais là, il y a des trous dans la raquette. Et pourtant, les sommes sont considérables, les enjeux considérables. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir le courage. Mais surtout de quand dire... vous êtes chômeur, pardon, mais parce que j'ai été chômeur quelques mois là, chômeuse. Quand vous êtes chômeur, vous avez quand même cotisé. Enfin, vous avez D'abord, payé, c'est une assurance. C'est une assurance. Donc, c'est une assurance, mais l'État vous vient accordez ça, oui. l'État grand vient se prince. mêler, l'État devrait laisser là-dessus le corps intermédiaire partenaires sociaux gérer son affaire, comme il le fait pour les retraites du privé qui se portent bien par rapport aux autres. Mais l'État vient récupérer, organise des trucs qui nous coûtent de l'argent. Je change Pôle emploi en France Travail. C'est quoi le bilan ? C'est des coûts supplémentaires, c'est des copains à qui on a payé ceci, cela, et ça ne règle pas les problèmes de fond. Mais encore une fois, il faut avoir un courage. Quand je prends le centre de rétention administratif, on me dit « Ah bah oui, mais on est obligé ». Dans ces cas-là, il faut faire un référendum pour sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est possible, on a vu qu'on peut, ou un référendum ou le Congrès. On a vu que le Congrès peut se réunir. Parce que regardez bien que la Cour européenne des droits de l'homme nous oblige à un certain nombre de choses qui nous coûtent très très cher. Qui sont ces gens ? Ils ne sont pas élus, ils sont nommés par des pays comme la Turquie, c'est-à-dire des pays qui n'appliquent pas les règles qu'ils édictent pour nous. Et ça, nos gouvernements passent à côté. Ça nous coûte très très cher. Très très cher. Et ça ne revalorise pas la valeur travail. Ça veut dire que, posons-nous la question, comment permettons aux gens d'aller au travail ? Et je vois que le gouvernement vient de pondre une idée géniale, c'est que tous ceux qui ont besoin de formation et qui ont acquis des droits à la formation, on propose qu'ils doivent payer 100 € avant d'aller en formation. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire que ceux qui sont le moins formés, qui ont les salaires les plus bas, on va leur demander de payer quelque chose des droits qu'ils ont acquis par leur travail. Pour répondre à votre question, juste d'un mot. On a abordé la question et le volet dépenses. Et le gouvernement, volontairement, évite d'aborder l'autre volet, qui est le volet recettes. Justement, il évite de dire qu'on pourrait avoir des recettes supplémentaires. Alors pas comme ça a été le cas depuis 7 ans, en faisant payer toujours plus les classes moyennes, mais peut-être en allant chercher l'argent là où il est. Il est quand même étonnant d'entendre, au moment où on nous annonce qu'on va avoir tant de dépenses publiques, d'entendre que le CAC 40, les 40 entreprises du CAC 40 ont fait des bénéfices en 2023 de plus de 150, écoutez bien, 150 milliards d'euros, qu'il y a 67 milliards d'euros qui ont été donnés en dividendes aux actionnaires en 2023, qu'il y a eu 30 milliards d'euros en rachat d'actions, c'est-à-dire pour s'auto-financer et finalement pour capter de la plus-value. Peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi pour faire en sorte on pourrait aller chercher l'argent et que ce ne soit pas toujours du sang et des larmes pour les gens, puisque c'était pour votre question, qui déjà mettre beaucoup d'huile de coude pour permettre que ceux qui prennent ces décisions continuent à s'habiller en habit de soie. Je préférerais qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises françaises contrôlées par des Français qui soient au CAC 40, parce qu'aujourd'hui, en gros, nos entreprises sont contrôlées ailleurs. Le CAC 40, c'est d'autres. Moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup... Tiens, si Alstom était resté français, par exemple, qu'est-ce que ça nous permettrait en emploi et qu'est-ce que ça nous permettrait pour les économies françaises, enfin pour l'économie de notre pays. Mais Alstom, M. Macron l'a vendu aux Américains. Oui, voilà. Rappelons-nous tout de même les origines du mal. Merci beaucoup, François Coq. Je rappelle donc cet ouvrage justement dont on parlait, qui est tout à fait d'actualité, Alerte à la souveraineté européenne, édition Éric Jamet. Merci à vous, Joseph Tournel, donc ancien secrétaire de la CFTC et vice-président, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Ça, c'est toujours le cas. Merci beaucoup à vous deux.